les développeurs. On a les chefs de projet, on améliore un petit peu l'interaction avec eux, et puis on embarque les DBA et on parle encore de Visual Studio Team System. En 2010, on continue, c'est la fête, on invite encore du monde. On dirait il y a des gens qu'on connaît pas bien, ou d'ailleurs on les connaissait pas bien, c'est des gens bizarres qui font des tests, on a un peu du mal à communiquer avec eux. Ça tombe bien, on va leur donner des outils pour les ramener aussi et les connecter avec notre serveur, et donc on a des outils pour les tests qui apparaissent, et on parle plus de Team System mais de Visual Studio ALM. Et puis la prochaine version, donc ceux qui arrivent et ceux dont on va parler, on continue à embarquer du monde. Donc on avait les testeurs et puis on améliore l'expérience de tout le monde. On va essayer d'aller un petit peu plus vers les fonctionnels. Ils sont encore plus obscurs que les testeurs, ceux-là on a encore plus de mal à parler avec eux. Donc on va essayer d'aller les accrocher pour les ramener. L'objectif c'est toujours de ramener tout le monde vers Visual Studio, vers notre environnement de développement, de nous rendre service et d'arriver à parler avec eux. Et puis on va aller aussi vers des utilisateurs qui sont pas du tout techniques. Comment on peut travailler avec ces personnes qui sont un petit peu obscures. Et puis dans le futur, on imagine qu'on a encore plein de gens qui vont s'inviter dans la fête. Alors, ça c'est pour après, c'est pour montrer où on en est aujourd'hui. Donc quand même le cœur de tout, ça reste l'environnement de développement. Donc même si on ramène de plus en plus de gens, ça c'est l'ALM, on a envie d'avoir un environnement de développement qui évolue et qui est de plus en plus intéressant. Donc au fur et à mesure des versions, il y a des nouveautés, c'est de plus en plus performant. En tout cas, on voit que le cœur de Visual Studio continue à évoluer. En 2011, si on liste quelques-unes des fonctionnalités, qu'Étienne nous montrera juste après, donc on a déjà tout ce qu'il faut pour faire du développement Windows 8. On ne va pas en parler aujourd'hui. Enfin, dans cette session, on n'a qu'une heure. Vous avez des sessions cet après-midi qui sont dédiées à Windows 8. Donc je vous invite à aller voir celle-ci si vous voulez voir la partie outillage. On va modifier, améliorer l'éditeur de XAML dans Visual Studio. Pourquoi ? Parce qu'on finalement on se rend compte que on a donné des outils pour les designers pour modifier le XAML et on se rend compte que ces outils-là, c'est les développeurs qui les utilisent. Donc de plus en plus de développeurs passent entre Visual Studio et la suite Expression Blend. Or, c'était pas l'idée. L'idée à la base, c'était que ils communiquent ensemble, chacun avec son outil. Donc si cet outil plaît aux développeurs, ça sert à rien de le sortir. Donc il faut qu'on le ramène dans Visual Studio. Donc on va avoir une intégration plus poussée du designer de Blend dans Visual Studio. HTML, donc on est en plein dans HTML5, donc un environnement de développement qui supporte de mieux en mieux HTML5 avec des nouvelles fonctionnalités pour aller plus vite et pour gagner en productivité. Et JavaScript, donc ça fait plusieurs versions de Visual Studio où l'intelligence apparaît. Écrire du JavaScript, c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Vous avez vu hier en plénière, pour ceux qui étaient, qu'il y a de plus en plus de JavaScript présent. Donc il faut améliorer l'environnement de développement sur ça. Sur le C#, sur le VB, on a une bonne intelligence, il faut que ça soit pareil sur JavaScript, donc on améliore tout ça. Le C++, ça a été annoncé hier aussi, on l'oublie pas, même il revient un petit peu sur le devant de la scène. C++ amélioré, et puis il faut pouvoir faire des tests unitaires avec C++, parce qu'on en fait facilement en C# et en VB, ça depuis la version 2008, c'est vraiment rentré dans les habitudes. Workflow Foundation, pour les quelques personnes qui en font, le support de C# Script à la place de VB Script. SharePoint, pareil, je peux faire du développement SharePoint avec Visual Studio, c'est un bon environnement de développement pour ça, mais il faut que ça soit plus simple. J'ai pas besoin de déployer un gros serveur SharePoint en local pour écrire une petite web app. Donc des améliorations sur ça, des outils d'analyse de performance, etc. Les tests unitaires revus. Donc sur la partie tests unitaires, Microsoft, on va dire, vient de loin. En 2005, l'apparition du framework MS Test, c'était bien, mais il y avait encore c'était pas top niveau performance. 2008, on descend les tests unitaires dans la gamme Pro. Donc aujourd'hui, tous les gens qui ont un Visual Studio Pro ont accès aux tests unitaires. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas faire des tests unitaires. Et en plus, ils sont performants, ils sont pratiques, on peut les utiliser au quotidien. Maintenant, dans la prochaine version, ceux qui se sont dit, si quand même vous ne voulez pas le framework Microsoft pour les tests, vous allez pouvoir quand même intégrer dans l'IDE, dans l'environnement de développement, NUnit, MBUnit, tout ce que vous voulez. Donc des améliorations sur ça. Nouvel éditeur de modèles 3D et puis des outils qu'on va voir en pagaille. Donc on continue, on rajoute des outils pour toujours pouvoir faire un petit peu plus, un petit peu mieux, et notamment sur la partie debugging. Qu'est-ce qui se passe après avoir déployé? Comment je remonte tout ça? Mais ça, on le verra après. Tu vas te faire un plaisir de nous montrer tout à ça. fait. J'ai toujours rêvé de te voir faire du C++. Moi aussi. Donc là, je suis dans Visual Studio. Alors, c'est la preview. Vous avez peut-être déjà un petit peu joué avec. C'est celle qui est sortie à peu près pendant la build. Donc, je vais vous montrer que c'est bien une version 11. Voilà, c'est cette version-là. Et alors, dans cet outil-là, donc on peut faire depuis longtemps dans Visual Studio. C'est pas une nouveauté, du C++. Donc là, j'ai quelque chose qui est vraiment tout simple.
c'est nos démos préférées. Je fais une calculatrice avec différentes méthodes qui font des opérations classiques. Donc la nouveauté par contre, c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant avec des outils externes qu'on pouvait installer pour rajouter ces notions de tests unitaires. Ça existait déjà, mais c'était pas en standard dans Visual Studio. C'est maintenant en standard, c'est qu'on peut faire un projet, vous l'avez peut-être vu en plénière hier, c'est de faire un projet de type test unitaire sur du C++ natif, donc pas sur du C++ managé, dans lequel j'ai la possibilité de faire des tests tout simples, donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc ceux qui font des tests unitaires déjà doivent reconnaître un petit peu la syntaxe. On a des assertions avec des égalités, etc. Et ça va nous lever une erreur si jamais on a un souci. Ici, on retrouve des macros. Alors c'est un petit peu compliqué, mais heureusement c'est fait pour nous. L'idée c'est simplement pour expliquer à Visual Studio que c'est un test unitaire. C'est pour lui montrer que ça c'est un test unitaire et qu'il peut l'exécuter. Donc l'exécution justement, comment ça se passe? Il y a un nouvel éditeur ici dont a parlé un tout petit peu Florent tout à l'heure, qui permet de visualiser les tests unitaires, les exécuter, qui est un petit peu plus rapide qu'avant. Donc je vais cliquer sur Run All. Et qui là, bon là, il n'y a rien de nouveau, ça exécute le test unitaire, ça nous donne un résultat. Dans les nouveautés à ce niveau-là, c'est que ça supporte du C++, mais aussi d'autres frameworks de tests pour du .NET qui n'étaient pas forcément supportés en standard avant ou intégrés un petit peu difficilement. Puis on a des outils complémentaires, type le temps de réponse et des choses de ce genre-là. Et j'ai également la possibilité de débugger un test unitaire en C++, de faire du pas à pas, et pour trouver pourquoi j'aurais tel ou tel problème. Donc voilà pour la partie C++. Dans les nouveautés qu'on a également, alors pour éviter d'avoir besoin de cliquer 50 fois un petit peu partout et puis d'avoir ici beaucoup d'informations, ils ont enlevé, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup moins de barres par défaut qui sont affichées ici pour agrandir un petit peu l'espace de travail. L'idée du coup c'est de ne pas afficher les choses là, mais de permettre de les rechercher facilement. Donc si je veux ajouter un projet, plutôt que de faire fichier, ajouter, etc., je tape juste ici add, puis j'ai toutes les commandes qui existent qui contiennent ce nom-là, et je peux rajouter un projet derrière qui va me permettre de travailler. Donc là, l'idée, c'est que je vais rajouter un projet web qui s'appelle une web application, tout simplement. Web application 1, ça me va bien comme nom. Et alors, il apparaît, voilà. Donc là, j'ai tout un tas de choses qui existent. Si je vous montre ce que ça donne, vous connaissez certainement. Voilà. J'affiche la fameuse page qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est les sites par défaut qu'on a déjà depuis la version précédente. Donc, imaginons que dans ce site-là, je vais y rajouter un sous-titre. Donc je vais mettre un sous-titre qui va être H2, par exemple. Voilà. Ça va être Hello, avec des fautes, Tech Days. Voilà, donc il n'y a rien de magique. Si j'arrive, j'affiche, ça me le met. La nouveauté ici, alors c'est pas forcément grand-chose, mais ça peut permettre de gagner du temps, c'est que, imaginons que finalement je veuille changer la taille. Du coup, quand je modifie, je ne sais pas si vous voyez, quand je modifie une balise entrante, ça me modifie directement la sortante. Donc ça, ici, là, dans l'exemple, c'est pas forcément frappant, mais quand on est sur quelque chose où on a beaucoup de code HTML, ça nous évite d'avoir besoin de rechercher la fermante et de le modifier. Voilà. Les nouveautés au niveau du JavaScript. Alors, je vais faire un petit peu de JavaScript, un petit peu de script ici, voilà. Alors, je vais faire rien de très compliqué. Je vais faire une variable texte. Quelqu'un peut prendre une photo pour moi, s'il vous plaît? Merci. Donc, je prends une variable texte. Donc là, alors ça existait déjà avant. J'ai l'IntelliSense. Il reconnaît que c'est du texte parce que j'ai positionné du texte à l'intérieur, et il me propose du coup tout ce qui est en rapport avec le type string. Si derrière je modifie ça, texte égale, donc je change ça dans un autre type, par exemple un type entier, et que je fais texte point. Donc là, j'ai plus. Il découvre en fait en temps réel dans l'éditeur, j'ai plus la complétion qui est en rapport avec les chaînes de caractères, mais la complétion qui est en rapport avec les entiers. Et alors c'est contextuel au moment où je suis dans le code, c'est-à-dire que si je me remets là, hop, je retrouve bien, parce qu'à ce moment-là c'est du texte, donc j'ai bien l'IntelliSense qui est en rapport. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps à ce niveau-là. J'ai également, donc la nouveauté, des snippets, donc qui me permettent d'avoir du code qui va être pré-généré, je ne sais pas si vous connaissez ça, donc ils me permettent d'aller un peu plus vite dans la création du code en JavaScript. Voilà pour JavaScript. Alors, je vais quand même enlever ça pour que ça fonctionne. Les nouveautés au niveau de CSS, donc qui sont toujours aussi existantes. Alors, petite nouveauté, c'est pas grand-chose, mais c'est assez pratique. C'est que j'ai ici la possibilité de choisir une couleur sans avoir besoin d'ouvrir un outil à côté et puis de choisir la couleur, etc. Donc, ça prend un peu de temps. Là, c'est intégré directement. Et surtout, j'ai ici, alors un snippet aussi, transform. Voilà, alors là, typiquement, je vais appliquer une transformation sur mon site web. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de me rappeler ce que c'est exactement les différentes commandes. Et je sais pas si vous remarquez, ceux qui font du web, là, c'est multinavigateurs. Donc c'est pris en compte tout de suite. Il y a la ligne pour chacun des navigateurs, ou chacun des moteurs derrière d'exécution qui est directement pris en compte. Ce qui fait que j'ai simplement fait ça. Et là, si j'exécute mon site, vous allez voir, ça, donc c'est pas très pratique, ça sert pas à grand chose, mais ça me tourne là, le site. Là. Voilà, donc l'idée, c'est que j'ai tous ces snippets qui vont me permettre d'aller un petit peu plus vite dans le développement. Voilà pour la partie HTML. Alors sur la partie XAML et interface
type WPF. J'ai un projet qui est là, que je vais ouvrir. Donc, ce qu'expliquait Florent tout à l'heure, c'est que le designer de Blend a été intégré, en tout cas en partie, à l'intérieur de Visual Studio. Là, ici, ce que je retrouve, c'est que je sais pas, ceux qui connaissent Blend reconnaissent peut-être un peu les icônes à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça va permettre, non pas de faire en sorte que le designer soit dans Visual Studio, mais de permettre aux développeurs d'avoir plus de possibilités pour aller un petit peu personnaliser les choses, avant que ça passe dans les mains du designer graphique. Ce qui était un petit peu le maître mot hier quand ils ont parlé de métro, de dire que le développeur doit être la première personne à un petit peu travailler l'ergonomie en suivant des guidelines, etc. Mais ça passe par des outils comme ça qui vont lui permettre dans son outil de faire ce type de choses. Donc là, je vais simplement ajouter un bouton. Voilà. Rien de magique. Je vais aller voir les propriétés. Hop. Alors, si j'y arrive. Voilà. Et donc là, alors ceux qui connaissent Blend, pareil, hein, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait avant dans Visual Studio. Alors j'ai la possibilité, c'est pareil, changer les couleurs, etc. Voilà, faire un bouton rouge. Je suis pas designer, hein, donc c'est pas forcément très joli. Hop, et une transformation comme en HTML. Ça sert. Donc j'ai un bouton qui sert pas à grand chose, mais je peux le faire si je veux. Voilà. Et il est tourné comme ça. Donc on a des outils qui viennent un petit peu compléter ce qui existait par défaut. Je vois que Florent est très fier de ma démonstration. Voilà. Alors pour terminer, il y a d'autres outils. Alors je ne sais pas si des gens connaissent Code Analysis. Le nom de code c'est Fxcode derrière. Jusqu'à présent c'était intégré dans pas dans le compilateur, mais c'est intégré dans la partie compilation. C'est au moment de la compilation qu'on va aller checker différentes règles. Est-ce que j'ai bien nommé mes variables et des choses de ce type-là. C'était dans un écran qui n'est pas forcément très facile à exploiter jusqu'à 2010. Là, c'est un écran qui est séparé, dans lequel donc il va évidemment le compiler, parce qu'il a besoin de le compiler pour voir ce qui se passe, mais je vais avoir les différentes règles qui vont s'afficher, et qui sont un peu plus faciles à naviguer. J'ai un lien directement vers MSDL qui m'explique le détail de quelle est l'erreur et comment je fais pour la corriger. Je peux aller, si je veux, créer un élément de travail dans TFS pour faire une action derrière qui va bien, ou supprimer le message si jamais ce message ne m'intéresse pas. Voilà. Dernière chose, qui est aussi intéressante, c'est quand on fait du développement, on aime bien factoriser les choses, mais pour les factoriser, il faut d'abord voir qu'on a des choses qui sont dupliquées. Pour les mettre à un endroit, il faut les identifier. Donc il y a une nouveauté dans Dev 11 qui va nous permettre de dire, bon là c'est du code, encore une fois très compliqué, n'est-ce pas? L'idée c'est que je me dis que ça doit exister ailleurs dans mon code, je vais aller vérifier s'il n'existe pas déjà quelque part. Donc je vais faire un clic droit dessus, voilà, et j'ai cette fonctionnalité-là qui me permet de trouver les clones dans ma solution. Je clique dessus, et il va donc analyser tout. Et il m'a dit qu'il a trouvé un clone, voilà, merci. Donc dans une méthode qui s'appelle clone, donc c'est pas du tout fait exprès. Donc j'ai bien le code ici. Donc là, c'est à moi ensuite derrière d'aller dire, je veux mettre ça dans une méthode à part, la réutiliser, etc., etc. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'identifier les choses. Là, c'était une correspondance exacte, mais il va aussi se baser sur des modèles de recherche pour aller trouver j'ai telle fonction qui ressemble un peu à celle-là, et du coup c'est un clone potentiellement. Et il y a peut-être du travail à faire derrière. L'objectif de tout ça, de toute façon, c'est de nous aider, nous développeurs, à produire du code de qualité en nous prévenant directement dans l'environnement de développement quand on dérape, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle faire de la qualité le plus tôt possible et le plus souvent possible. On passe sur les slides ? C'est parti. Donc ça, pour la partie environnement de développement. Donc on n'a pas parlé des nouveautés du framework 4.5. Il y avait une session hier dédiée à ça. N'hésitez pas à aller voir la webcast après coup, à ce niveau-là. Donc sur la partie ALM, juste un petit rappel, depuis 2005, Visual Studio a un serveur qui s'appelle Team Foundation Server. Donc maintenant, au début, on les dissocie de moins en moins, ce qu'on appelle Visual Studio ALM. Ce serveur, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à gérer du code source, partager du code source, puisqu'on travaille en équipe. Il va nous servir à faire de la génération automatique de livrables, faire du build en intégration continue ou à la demande. Il va nous servir également à gérer des fiches, donc ce qu'on appelle des work items, donc des bugs, des tâches, des user stories, des demandes d'évolution, en fait un petit peu tout ce que vous voulez, toute l'information qui va devoir être tracée dans mon projet. Et il va nous permettre de gérer doc, wiki, calendrier partagé, forum, en fait tout ce qui va tourner autour de mon projet. Donc le serveur me propose tout ça, après j'utilise ce que je veux. Et l'idée c'est que à chacun son outil. Donc si je suis développeur, je vais utiliser Visual Studio pour me connecter à tout ça et je ne vais jamais sortir de mon environnement de développement. Il n'y a rien de pire pour un développeur que de sortir de Visual Studio. On ne multiplie pas les outils. Si je suis dans Eclipse, je vais avoir la même chose dans Eclipse. Et puis, je vais également avoir un portail web pour les gens qui n'ont pas Visual Studio et qui veulent quand même s'intéresser à tout ce qui se passe au-dessous et pour travailler, pour collaborer. On va pas demander je vous ai dit qu'on voulait ramener les utilisateurs près de nous. On va pas demander aux utilisateurs d'installer Visual Studio. Ça risque, on a essayé dans le passé, ça se passe plutôt mal. Donc là, on a mis 2010, mais là, ça change pas. Donc merci Étienne.
Ouais, ok, bon, bref, avance. J'assume. Complètement craqué. Donc on commence par ce portail. Donc on est dans l'agilité, même si on n'est pas obligé de faire de l'agilité. Donc on va avoir un portail web qui existe lui depuis des années, qui existe depuis 2005, qui va nous permettre d'aller nous connecter à Twinmotion Server, mais qui a été complètement refait en version 11 pour être plus simple et pour justement pas effrayer les utilisateurs non techniques. Donc on a quelque chose où on s'éloigne de la technique, mais toujours avec les mêmes informations à l'intérieur. Qui va être extensible. Nous, on aime bien développer des petites choses au-dessus du Visual Studio et de Twinmotion Server pour l'améliorer. Et puis, ça c'est pour la partie portail. Et puis, on va avoir un autre outil, puisqu'on va chercher ces utilisateurs pour leur permettre de faire du storyboard. Alors, clairement, dans l'outillage Microsoft, vous avez peut-être entendu parler de Sketchflow. Sketchflow, c'était l'outil qui vous permettait de faire, dans l'expression Blend, de faire des storyboards, de faire des maquettes. En fait, cet outil, il est bien, mais il faut quand même avoir un profil technique, designer pour l'utiliser. On ne peut pas le donner à un utilisateur non technique et lui demander de l'utiliser. Ça demande à apprendre un outil. Donc, de la même manière qu'on aime bien faire utiliser Excel à des chefs de projet ou à des personnes qui saisissent des bugs, là, on va s'appuyer sur PowerPoint. D'ailleurs, je te attaquer par ça. Donc, on va améliorer PowerPoint pour aller récolter des exigences. Alors, donc, effectivement, en fait, quand on installe les outils qui vont bien pour avoir ce type d'intégration-là, on a dans PowerPoint un onglet qui s'ajoute. Alors, pour ceux qui connaissent déjà TFS, c'est un petit peu l'équivalent de l'onglet qu'on a dans Excel. Sauf que dans Excel, ça permet de manipuler des éléments de travail, des bugs, des tâches, etc. Alors que là, ça va nous permettre d'avoir accès à un ensemble d'assets graphiques prédéfinis, préexistants, qui vont nous permettre de construire des interfaces. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui designent leurs interfaces directement dans PowerPoint, parce que c'est super pratique, on peut redimensionner assez facilement et faire pas mal de choses assez simplement. Donc je vais pas tout designer, je vais juste vous montrer. Donc typiquement on a un navigateur web. Alors si j'arrive à l'utiliser, voilà. Hop. J'ai un navigateur web, donc je vais prendre celui-là qui est là. Voilà, donc j'ai mon navigateur, je peux aller positionner des composants dessus. Je peux positionner Visual Studio si ça m'intéresse. J'ai des composants type Windows Phone où c'est déjà bien dimensionné avec les deux positions et tout un tas de contrôles, des boutons, des barres de progression, des post-it, des choses comme ça. Donc l'idée, voilà, c'est pas de partir de zéro et de tout faire soi-même, mais c'est de l'avoir de cette manière-là préexistant. L'avantage également, c'est que ces assets-là, c'est pas simplement des images, c'est des contrôles un petit peu intelligents qui, quand on les redimensionne, vont bien prendre en compte les différentes relations qu'il y avait au niveau de l'image pour pas que l'image soit déformée. Voilà, donc l'idée, c'est une fois que j'ai ça, ça va compléter en fait la liste des fonctionnalités que je vais donner pour l'application. Et justement, l'application qu'on veut designer, c'est celle-là. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer avec Florent. Voilà, on forme une équipe de 2 et on développe ça. Voilà, une équipe à 2, ça commence à 2. Donc là, on est dans un site web qui permet de programmer des dîners entre personnes, voilà, qui ont envie d'organiser un dîner. Pour en organiser un, il faut une interface dans laquelle on va le saisir et mettre les choses. Pour l'instant, on n'a pas encore fait cette partie-là, on est en agile, on a fait que le sprint 1, on a l'interface, mais on n'a pas encore la zone de saisie. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'arrive dans ce fameux site web qui est le site web de TFS. On en parlera après, mais dans Azure, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui ont accès à des comptes en preview sur TFS Azure. L'interface est un petit peu différente parce que ça a changé entre-temps. Ça sera un petit peu différent dans la prochaine version. Il y aura des onglets. C'est des choses qu'on peut déjà voir sur Azure. Mais grosso modo, voilà, ça ressemble à ça. Donc la nouveauté intéressante, c'est qu'on a rajouté la notion d'équipe. Enfin, on a rajouté. Microsoft a rajouté la notion d'équipe dans TFS qui permet en fait de visualiser. Voilà, c'est sympa avec des images, les personnes de l'équipe, mais surtout, c'est le point en fait de communication entre toutes les personnes. C'est là où on va voir son tableau de bord, son suivi, etc. Donc j'ai mon backlog. Alors ceux qui font de l'agile, ça peut vous parler. Ceux qui font pas d'agile, ça permet d'avoir la liste des fonctionnalités. C'est pas forcément dédié à des gens qui font ça, qui font de l'agilité. Dans lequel j'ai la liste des choses que je dois développer, qui sont là, ordonnées par priorité, et dans laquelle je peux rajouter très facilement, plus facilement qu'avant, des fonctionnalités. Donc typiquement, je veux pouvoir me connecter avec un compte Facebook. Voilà, parce que les geeks, ils veulent utiliser Facebook pour se connecter partout. Bon, c'est pas très important, donc on va le mettre à la fin. Donc, il y a une expérience un peu plus poussée qu'avant. On a du drag and drop, on peut ordonner assez facilement. L'idée, c'est que, donc là, j'ai les fonctionnalités qui étaient prévues depuis longtemps. Je vois combien j'ai de points, et je sais que dans un sprint, donc là, le sprint 2 qu'on va démarrer, dans un sprint, dans un lot de développement, on est capable de faire à peu près 50 points. Donc, je vais faire la somme. C'est facile, hein, c'est prévu pour. Voilà, 30, et j'arrive à 50. Donc là, je prépare la prochaine version. Et je me rends dans cette version-là et j'ai une vue qui est dédiée à ces différentes informations-là. Donc je retrouve les éléments, les fonctionnalités que je veux développer et les tâches de travail qui sont associées. On avait déjà un peu préparé le travail, donc il y en a 2 qui existent là, qui sont en progression. Je vais en ajouter une qui va être créée
l'interface que tu vas faire, Florent, après, créer l'interface d'ajout d'un dîner. Je vais l'assigner à Florent, puisque c'est lui qui la réalise, et je pense qu'il reste à peu près 4 heures de travail. Bon, on ne vous retiendra pas 4 heures, je vous promets, mais c'est à peu près ça. Et c'est du développement, je sauvegarde, voilà. Donc ça vient l'ajouter en fait en enfant à cet endroit-là. Okay, donc je viens compléter les différentes informations, les différentes tâches de réalisation. Alors ça c'est nouveau. Au-delà du fait que maintenant sur une itération dans TFS on peut mettre une date de début, date de fin, j'ai également la possibilité d'indiquer combien chaque personne va pouvoir consacrer de temps pendant ce sprint-là. Donc moi 4 heures par jour en développement. Florent plutôt 10 parce qu'il aime bien travailler. Et puis aussi, il a prévu d'en faire 10 parce qu'il sait que demain il va être en congé, donc je vais juste aller le préciser là. Ou en tout cas, il pourra pas travailler sur ce projet-là, donc je vais pouvoir l'indiquer dans TFS. Ce qui fait que derrière, on a des barres d'assignement, on sait combien on peut affecter à chacune des personnes, où on en est, etc. D'assignement, oui, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer. Donc on a cette vue-là qui est possible, mais on a également une vue alors qui est chère aux personnes qui font de l'agilité, mais même si on ne fait pas d'agilité, on peut quand même l'utiliser, c'est assez pratique. Surtout que ça marche en tactile, alors on n'a pas d'écran tactile, Florent en a un, mais pas moi. Donc on peut venir ici, faire un drag and drop, et puis je déplace mes tâches comme je le ferai en agilité. Ce que ça fait derrière dans TFS, c'est que ça va changer l'état, tout simplement. Et donc l'idée c'est qu'on a ça affiché, elle est à côté de l'équipe, et puis on fait ces petits drag and drop et on avance comme ça. On conserve encore les différentes fonctionnalités qu'il y avait avant, donc je peux voir les work items, les sources, les alertes que je peux configurer directement à partir d'ici sans problème. Okay. Voilà, donc je t'ai affecté un peu de travail. Alors, donc l'idée c'est que comment ça fonctionne pour le développeur, parce que le développeur il est dans Visual Studio, là je vous ai montré une interface web, évidemment on va pas être que dans du web pour le développeur. L'idée c'est que dans Visual Studio on a un outil qui s'appelle le Team Explorer, qui existait déjà avant. L'inconvénient du Team Explorer, c'est que, enfin jusqu'à présent, c'est qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut faire pour aller cliquer aux bons endroits et faire les bonnes choses. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que dans cette version-là, ils ont rajouté certaines fonctionnalités, mais ils ont surtout revu pas mal l'ergonomie. Vous allez voir, hein, ceux qui connaissent, ça va un petit peu vous changer. Et on va indiquer avant de travailler sur une tâche que je veux travailler dessus, comme ça c'est directement pris en compte derrière. On a la possibilité de faire du code review et de communiquer des informations et d'échanger, en fait, on montrera ça tout à l'heure, entre les différents développeurs. On a un nouveau comparateur de fichiers, enfin. Depuis je ne sais pas combien d'années on attend ça, qui est intégré directement dans l'éditeur de code de Visual Studio. Du coup, on a l'IntelliSense et tout ce qui va bien pour faire de la fusion de fichiers. Et surtout, il y a un vrai mode offline. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent TFS, mais il y a un vrai mode offline qui fonctionne. On peut revenir en arrière et ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, Florent, c'est que tu vas nous montrer un petit peu ça. Il va falloir que tu m'aides, mais je vais essayer. Pas de problème. Donc, je suis dans Visual Studio. Alors, j'ai dit que j'allais pas en sortir, mais je vais faire une toute petite exception. Donc, ici, je suis connecté au projet d'équipe, donc le même qu'Étienne. Il s'appelle Nerdiner. Je suis connecté à mon serveur ici, donc sur la machine d'Étienne, et je vais avoir la possibilité d'aller aussi rapidement à un clic sur l'interface web. Donc, l'idée, c'est que je passe pas mon temps à chercher des liens. Donc là, j'arrive directement sur le portail d'équipe. Donc, je peux aller consulter mon équipe. Je peux aller voir mon taskboard comme tout le monde, et puis effectivement, je peux dire, bah tiens, c'est sur ça que je dois travailler. Je vais travailler sur cette tâche-là. D'accord. Donc voilà, donc là, elle est 4, j'ai rien à faire, j'ai pas besoin de sauvegarder, je l'ai juste indiqué. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans Visual Studio, mon travail va être contextualisé. L'idée, c'est que je vais pas chercher sur quoi j'ai envie de travailler. Donc j'ai juste un point d'entrée qui est mon travail, my work, et donc je vais me contenter de cliquer ici dessus. À partir de là, mon environnement se rafraîchit. Et là, il me montre finalement la liste des choses qui m'ont été assignées dernièrement et qui sont en cours de traitement. Donc ici, je vois en gras celles que j'ai pas encore consultées. Et ça, c'est la création d'interface d'ajout que tu m'as demandé. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prévenir Visual Studio. Et je vais prévenir d'ailleurs l'équipe que je vais commencer à travailler sur ça. Donc, je vais faire un clic droit dessus. Et je vais dire, bah tiens, je le rajoute à une progress, et donc bah, c'est parti, je commence à travailler. Donc je pourrais évidemment ici aller ouvrir ma fiche, toujours depuis Visual Studio, et aller avoir un petit peu plus de détails, un lien vers un document, si Étienne avait un petit peu documenté tout ça, vers ton draft dans PowerPoint, etc. Donc, bon, première chose, il va falloir que j'aille récupérer du code source, donc je l'ai pas fait pour l'instant, donc je vais revenir ici dans mon Explorer, et puis je vais dire, j'ai envie de travailler avec mon code source. Donc je vais me connecter à mon serveur ici. Et puis, la première opération, ça va être d'aller chercher le code source et de créer un fameux espace de mapping qu'on appelle un workspace, truc que vous allez faire qu'une seule fois au début, pour aller chercher votre code source. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ce qui m'a mis par défaut. Je vais l'appeler workspace démo tech days. Et je vais dire, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer, les tout, ici. Et ici, je vais le mettre n'importe où, peu importe.
pas d'intérêt. Et donc là, cette fenêtre a été simplifiée. Donc là, ça pourrait suffire pour fonctionner. Par contre, si j'appuie sur le bouton avancer ici, je vois un petit peu tout ce que j'avais avant. Donc, notamment quelque chose qui est intéressant et ce qui a changé, c'est qu'ici, j'ai la notion de server workspace et local workspace. Donc, server workspace, c'est ce qu'on avait en 2010, c'est-à-dire que l'intelligence va être sur le serveur. Donc, je vais être dès que je vais faire un checkout, je vais prévenir le serveur. Donc, du coup, ça va moins bien fonctionner en mode offline. Et ici, en local, toute l'intelligence va être sur le client. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est, par exemple, je vais pas avoir de flag read-only sur mes fichiers. Je vais pouvoir très bien aller attaquer mes fichiers en direct et resynchroniser mon workspace après. Donc on a de plus en plus d'outils qui apparaissent, qui fonctionnent sur ce système-là. Donc vous avez le choix. Par défaut, on vous propose un local workspace pour pouvoir vraiment bien fonctionner en mode déconnecté. Donc on va dire, OK, il me dit, j'ai besoin de récupérer le code source. Donc il y a juste le câble à traverser, donc ça va assez vite. Et puis c'est parti. Donc c'est ma machine rame un peu, Étienne, donc prépare-toi à meubler. Donc je vais lancer la solution. Ici, vas-y. Voilà. Et donc en fait, alors je sais pas s'il y en a qui utilisent le contrôle de code source de TFS déjà. Peut-être vous pouvez. Voilà. Très souvent, il y en a, je sais pas, à peu près la moitié. Continue. 3 quarts. Donc très souvent, le problème qu'on a, c'est ce fameux read-only sur les fichiers qui va éviter à des personnes, je sais pas, qui font par exemple du Photoshop, de pouvoir modifier un petit peu les fichiers en live sans avoir besoin d'interagir avec Visual Studio pour les extraire et compagnie. Mais je vois que ça a chargé. Oui, t'as fait un peu trop. Donc voilà, donc je suis dans mon code source ici, et donc je vais le modifier. Alors par contre, je me rappelle plus, qu'est-ce que je devais modifier? Create point quelque chose, non? Donc là, l'intérêt, c'est que j'ai la recherche qui va être intégrée ici. Je me rappelle vraiment plus. Donc c'est dans ce fichier-là que je devais modifier. Donc là, j'avais la vue Server Explorer classique. Donc ça, c'est ce que vous aviez via les Productivity Tools qui est intégré maintenant. Et là, donc je vais avoir une recherche à la fois sur le nom de mes fichiers, sur mes méthodes, donc beaucoup plus pratique pour aller chercher ce qui vous intéresse au niveau de votre solution. Donc je vais double-cliquer. Donc c'est ici que je vais devoir écrire beaucoup de code. Oups. Ah, j'ai tout cassé. J'ai officiellement tout cassé. On va dire que ça marche, Étienne. Vas-y, continue à meubler 2 secondes. Je voulais vous faire écouter la nouvelle musique en fait qui est intégrée à Visual Studio directement standard. En fait, il y a vraiment des gens qui sont payés pour faire ces mélodies. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, il y a un orchestre qui est connu. Donc voilà. Donc j'ai changé. Je vais pas exécuter. On va juste faire quelque chose de très simple, bonne pratique de développement. Je compile, ça compile, donc ça marche. Donc ça compile pas encore, oui, donc c'est bon. Donc je vais faire un petit check-in, on va y aller franco. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans mon Team Explorer, finalement cette fenêtre qui est tout le temps ouverte, My Work. Et là, qu'est-ce que je vois? Si je fais un petit fichier, hop, j'ai oublié de faire ça. Ici, je vois que dans mon contexte actuel, j'ai modifié un fichier que je pourrais consulter ici, et je travaille sur cette tâche-là. Donc je vais faire un check-in. Ici, je vais créer mon lot. Donc je vais dire, voilà, travail terminé, OK. De toute façon, tout est lié derrière. Donc, je vois que dans le lot que je suis en train de faire, je suis en train de résoudre cette tâche-là. Donc, je vais la fermer. Et j'ai modifié ce fichier-là. Je fais un check-in. Alors, avant, on avait une pop-up qui apparaissait. On n'a plus de pop-up. C'est-à-dire que le check-in se fait de manière asynchrone. Donc, il est plus bloquant. Donc, je peux continuer à faire autre chose si j'ai vraiment un gros check-in en cours de route. Et puis là, c'est bon. Donc, je l'ai pas testé. On va dire que ça marche, mais je suis sûr de moi. Donc, je vais te le mettre à disposition, Étienne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher une build. T'es sûr, il n'y a pas de problème? Non, je suis pas sûr, mais après c'est toi qui assume. Donc je vais retourner à ma maison, ici, la maison, et je vais aller sur Build, et je vais dire, donc on n'a pas mis d'intégration continue ici, donc je vais le faire ici manuellement, je vais déclencher une nouvelle build. Donc je vais mettre à disposition du reste de l'équipe, donc testeur, chef de projet, fonctionnel, une nouvelle version, je vais mettre en haut de la pile, et puis là c'est parti, donc je vois que la build est en cours de route, donc ça va prendre quelques minutes, donc on va repasser sur les slides. Juste avant, pour expliquer ce qui se passe en fait là, le système il va prendre le code qui est dans TFS et il va le déployer sur mon PC qui est ici. Et donc ça va me remettre à jour le site web que vous avez vu avant automatiquement. Donc ça permet de déployer facilement quand on est en mode un petit peu intégration et test continu. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? Quelque chose de simple. Étienne a créé un product backlog item, donc une user story, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, un requirement. Et puis il a rajouté dans une itération. À partir de ça, il a fait un découpage en tâches techniques, en tasks. Il a rajouté une tâche de développement avec du temps. C'est la tâche qui porte le temps. Et il me l'a assigné. Donc lui, il a assigné depuis son portail et moi, je l'ai retrouvé dans mon environnement de développement. À partir de cette tâche-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié du code. Donc j'ai créé ce qu'on appelle un chain set. Donc un lot de modifications. Et puis on a archivé tout ça pour déclencher une build et donc mettre à disposition à tout le monde et mettre à jour le site web de test avec une nouvelle build.
Donc justement, il faut tester ces choses-là. Alors depuis la version déjà 2010, on a un outil qui s'appelle Test Manager, qui fait partie de la gamme qui s'appelle Test Professionnel, qui permet des équipes de testeurs fonctionnels de s'organiser, d'organiser des campagnes de tests, de créer des cas de tests, enfin des scénarios qui permettent de valider tout ça, et de les exécuter manuellement ou automatiquement suivant ce qu'on a défini, ou même des fois la combinaison des deux. Dans certaines équipes, on n'a pas forcément des ressources pour faire ce genre de choses parce que ça prend du temps. Créer un cas de test tout le temps, ça prend du temps, ça demande d'avoir des équipes qui sont dédiées. Donc la solution qui apparaît avec la version 11, qui permet à ces profils-là, en tout cas ces équipes-là, de pouvoir quand même profiter des outils que je vais vous montrer juste après au niveau des tests, sans forcément passer un temps assez important à la préparation des cas de test, à l'écriture des différents scénarios. Donc c'est ce qui a été appelé les tests exploratoires. Donc c'est un principe de test qui existe, qui a été intégré directement dans l'outil. Donc l'idée c'est que c'est plutôt pas mal pour les testeurs agiles. Et en fait, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Ça sera un peu plus parlant. L'idée c'est vraiment, toutes les équipes de développement n'ont pas une équipe de 10 testeurs à leur disposition pour écrire des cas de test. Donc il faut aussi pouvoir tester comme ceci, un petit peu en mode exploration pour remonter des problèmes. Voilà. Donc là je suis dans cet outil, donc Test Manager, que vous avez peut-être déjà vu, dans lequel je vais rajouter un plan de test, que je vais appeler Sprint 2, qui va me servir en fait de conteneur pour avoir tous mes cas de test et les bugs que je remonte directement à l'équipe. Là, je suis connecté à Team Foundation Server. Donc, je suis pas tout seul dans mon coin, c'est pas un outil qui est séparé. C'est ça qui est important, c'est un autre client ATFS. Donc, j'accède aux mêmes informations et je manipule les mêmes informations dans le même référentiel. C'est vraiment très important. Dans ce plan de test, normalement, ici, avec une utilisation, on va dire, classique en 2010, ici, je vais aller préciser, je vais récupérer la liste des fonctionnalités qui m'intéressent, les ajouter, les détailler en cas de test, etc. Mais ça prend du temps. La build est arrivée, j'ai oublié. D'accord. Donc ça prend du temps. Donc dans les propriétés en fait de ce plan de test-là, je vous montrerai après ce que ça donne. Quel est l'intérêt ? En fait, l'intérêt de cet outil principal et pourquoi on veut l'avoir pour des tests exploratoires, c'est que ça va nous enregistrer tout un tas d'informations pendant qu'on fait le test et ça va remplir la fiche de bug si j'ai un problème automatiquement. C'est un petit peu l'idée. Donc là, je vais simplement sélectionner un ensemble de paramètres qui vont enregistrer des choses pendant l'exécution du test manuel. Je sauvegarde ça. Au niveau donc tu me dis que la version est dispo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller préciser qu'en fait, c'est cette version que je vais valider. Donc c'est la dernière qui vient d'être terminée. Je l'assigne à mon plan de test et vous allez voir derrière, ça va nous permettre d'avoir tout un tas de fonctionnalités intéressantes. Je vais dans cet onglet de test qui est là. Donc onglet qui existait déjà avant, dans lequel je pouvais exécuter mes tests ici, que je n'ai pas encore préparé. Donc je sais que je veux tester une fonctionnalité, mais je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je vais cliquer, puis on verra comment ça se passe. Là, l'idée, c'est que je vais cliquer sur ce bouton-là, Do Exploratory Testing, c'est la nouvelle section dans laquelle je vois toutes les fonctionnalités. Donc encore une fois, c'est les mêmes que celles qu'on voit côté développement, auxquelles sont aussi associées des tâches de développement. Je choisis, donc je vais pouvoir ajouter un dîner, et ce que je vais demander, c'est que je vais explorer cet élément de travail. Je clique là. Et là, l'outil va se transformer dans une autre version, autre chose, qui s'appelle le test runner, qui va m'accompagner dans l'exécution. Donc, il existe déjà en 2010, mais cette fois-ci, quand je démarre mon test, j'ai rien qui me guide dans l'exécution. C'est à moi de faire ce que je veux. Donc, je vais commencer mon test. Je démarre Internet Explorer. Je me connecte à mon site web. Donc, celui que vient de rafraîchir Florent. Ah oui, donc, voilà. J'ai oublié. Celui qui a été rafraîchi ici. Donc, ça prend un petit peu de temps. C'est le premier appel. Le JS se réveille. Tout à fait. Donc là, je veux dire quand même que c'est un peu long. Ça, les développeurs adorent ça. Et alors, ce qu'on peut faire aussi dans cette version-là, c'est on peut mettre en gras, en rouge. Voilà. Tu peux peux mettre en gras, souligné, italique. Et moitié-moitié aussi. Et moitié-moitié, si on veut. Oui, voilà, hop, mais pas de... Il arrive. Voilà. Donc pour montrer quand même que ça marche bien, ce que je peux faire, c'est prendre une capture d'écran. Parce que ça peut être intéressant. Donc je vais sélectionner ça. Puis je vais dire, OK, ça a bien marché, ça s'est affiché. J'ai juste un petit bout. Et j'ai ma capture d'écran qui s'inclut directement dans mon rapport de bug. Je vais m'inscrire sur le site, parce que le site a été déployé et j'ai pas encore de compte. Voilà. Parce que je sais comment ça marche un petit peu, vu que on travaille dessus ensemble. Donc je mets mon mail. Alors c'est pas mon vrai mail. Voilà. Password. Je m'enregistre, donc ça a l'air de plutôt bien marcher. Jusque là, ça va, ça marche. OK. Je peux donner des informations au fil de l'eau, ça sera intégré dans le rapport. Je vais cliquer ici, là où tout à l'heure il n'y avait rien, parce que tu n'avais pas encore développé. Et là, effectivement, je vois, donc juste en décommentant, tu as affiché tout ça, c'est magique. Donc je vois ici mon interface, donc je vais rajouter un dîner, je mets une description. On va dire que c'est à Paris, comme ça. @moi.com, je rajoute les informations qui vont bien, et très bien, donc là je sauvegarde, et là, tu m'as menti, tu aurais dû tester, ça ne marche pas. Bon. Alors ça c'est typique des développeurs, n'est-ce pas ? Donc là ça ne marche pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais remonter une anomalie. Avant de le faire, je vais préparer un peu le travail. Encore une fois, je vais prendre une capture d'écran. Et j'en suis fier. Que ça ne marche pas.
Donc je prends une capture d'écran qui va s'ajouter. Donc là, cette fois-ci, elle a un réel intérêt parce qu'elle montre qu'il y a bien eu un problème et je prouve, entre guillemets, aux développeurs que j'ai bien eu un souci. Je vais indiquer le problème au snap, blablabla, avec mon underscore, etc. Et une fois que j'ai terminé, donc je quitte mon site, je vais remonter une anomalie à l'équipe de développement. Donc pour faire ça, je clique là-dessus. Ça va me collecter toutes les informations qu'il a enregistrées pendant l'exécution. Et ça va prendre tout ça et le mettre dans une fiche de bug que Florent va vous montrer tout à l'heure, dans laquelle tout ce que j'ai à faire, c'est mettre un titre. Donc là, c'est au snap. Voilà. Et puis, je vais l'assigner à Florent. J'avais pas de cas de test, donc c'était pas guidé en fait. Mais l'idée, c'est que je viens quand même de le décrire, ce cas de test, en le faisant moi-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique sur ce bouton Save and Create Test, et là, ça me propose de créer un cas de test qui va correspondre, donc c'est créer un dîner, voilà, un test qui va correspondre avec toutes les étapes que je pourrais réexécuter par la suite et qui va venir enrichir en fait mon référentiel. Donc je le fais seulement si j'en ai besoin et que j'ai trouvé une anomalie, ça vient pour la non-régression derrière, c'est assez pratique. Je sauvegarde et ça enrichit mon référentiel de cas de test derrière. Du coup, alors je vais arrêter l'exécution du test. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que même si on ne remonte pas d'anomalie, on a quand même la possibilité de voir le rapport d'exécution du test. Et donc par exemple ici, ce qui s'est passé, une des choses qui est enregistrée pendant que je fais mon test, c'est la vidéo de tout ce qui s'est passé. Donc au final, côté développement, j'ai plus qu'à regarder cette vidéo, à mettre au bon endroit et à voir où j'ai cliqué. Donc il n'y a plus de mais t'as cliqué où, comment t'as fait, parce qu'on l'a dans une vidéo. Alors, tu me montres ce que tu récupères Alors, moi, je suis resté sur mon rapport de build tout à l'heure. Donc là, on voit bien que la build est bien arrivée. Je vois bien le numéro que Étienne a utilisé. Donc, je vais me remettre à travailler. Donc, je vais retourner dans ma maison, ici. Et je vais aller m'intéresser à mon travail. Donc, ce que je vois ici, si je fais un petit rafraîchissement, je vois qu'en gras, ici, un bug. Donc, on voit l'indicateur du bug ici, qui est apparu. Donc, tiens, je vais aller l'explorer. Donc, je vais l'ouvrir, ici. Donc, j'ai double-cliqué dessus, ici. Et donc là, je revois effectivement les différentes informations, tout ce qu'Étienne a fait, donc ce qu'il a saisi, ses captures d'écran, etc. Et puis plein de petites informations. Alors parmi les informations, j'ai la vidéo que je pourrais re-regarder depuis ici, mais je vais également avoir ici, au niveau système, son contexte d'exécution. Donc je vois le nom de sa machine, sa version de Windows, son navigateur web éventuellement, son processeur, etc. Tout ce qui va me permettre moi de comprendre pourquoi il y a eu un problème sur sa machine. Donc je vais revenir ici dans mes étapes. Et puis, éventuellement, des petites actions, exactement les endroits où il a cliqué au sens Windows du terme, et quelque chose qui va un petit peu plus m'intéresser, donc je vais quand même aller corriger ce bug, donc je vais dire que, je ferai après. Je vais ouvrir ce log-là. Donc ça, c'est le log IntelliTrace, donc c'est le fameux débugger historique qui existe dans la version Ultimate de 2010 et qu'on retrouve dans la version 11, et qui a un avantage dans la version 11, c'est que vous allez pouvoir commencer à l'exécuter en environnement de production. Donc ça, c'est quoi? C'est un gros log qu'Étienne a enregistré, qui va me permettre de débugger après coup ce qu'il a fait. Donc je suis pas sur sa machine, il a peut-être pas visualisé sur sa machine, mais j'ai quand même récupéré tout ce qu'il faut pour moi de tester après coup. Donc ici, je vois quoi? Je vois les différents process qui se sont exécutés, je vais voir éventuellement la stack, je vais voir l'ensemble des erreurs qu'il y a eu, donc il y en a eu un paquet a priori, même si lui il en a vu qu'une seule. Donc je vais en prendre une ici. C'est vachement bien développé. Hein. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps. Donc là, tu cliques sur Start Debugging. Voilà, j'ai cliqué sur le bouton Start Debugging. Donc ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il va me charger le log en local, il va exécuter mon code en local puisque ma solution était ouverte, il va me remettre en mode debug. On voit ici que j'ai le bouton stop, donc je suis passé en mode debug, et donc c'est comme si j'avais débugué sur sa machine, mais je débug après coup. C'est pour ça qu'on appelle ça un débugger historique. Et ici, je vois la liste des exceptions qu'il y a eu, et donc je vais pouvoir remonter ici au niveau de la stack, et puis aller m'intéresser à celle-ci, c'est celle que j'ai sélectionnée. Et là, je vois par exemple, oui, tiens, effectivement, il y a une erreur ici parce que c'est à nul juste au-dessus. Donc mon bug, il est ici, donc j'ai trouvé plus rapidement le bug. Donc je vais dire, ok, je vais le corriger, donc j'arrête le debug. Bravo. Je vais créer un nouveau RSP, ici. Je vais compiler. Oui, quand même. Donc si je compile, c'est que ça marche. Voilà. Donc je compile. On a vu comment ça marchait avant. Je vais quand même exécuter, parce que oui, j'ai fait quand même des tests unitaires. Donc je vais faire ici run all. Donc j'ai quand même 94 tests unitaires. Donc j'ai la même fenêtre que toi en C++ ici. Donc c'est la fameuse nouvelle fenêtre de test unitaire. Donc là, il faut juste le temps qui démarre mon framework de test, ça apparaît. Hop, les voilà. Donc tu vois, ça va quand même relativement vite pour tester mes 100 tests. Donc là, ça fonctionne. Ok.
Oui, d'accord, c'est vert, je vois. Donc je retourne dans mon équipe, je vais dire que donc je travaillais sur ce bug-là, je viens de le corriger, mais ouais, je suis quand même pas sûr à 100% de ce que j'ai fait parce que le nul, c'est pas moi qui l'avais mis, c'était Étienne le nul. Donc je vais demander son point de vue. J'ai pas fait exprès. Ouais. Est-ce que je peux vraiment corriger ça? Donc plutôt que de faire un archivage comme j'ai fait tout à l'heure, je vais mettre mon code de côté, et je vais lui demander de faire une revue, je vais demander ce qu'il en pense en fait, parce que c'est lui qui a développé à la base. Donc ici, je vais cliquer non pas sur Check-in, mais sur Request Review, ici. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît, donc ça c'est également une nouvelle fonctionnalité. Donc je vais taper le nom d'une ou plusieurs personnes, d'ailleurs, je pourrais faire de la review multiple. Donc on est en train de faire une revue sur la correction au Snap, sur ce projet-là, et puis là, qu'est-ce que tu en penses? Ça m'a l'air bien documenté. Donc c'est lié à ce bug-là, et donc je lui soumets cette requête-là. Donc il me demande si je veux pas rajouter des personnes, ok, et là je vois, voilà, j'ai une revue qui est en attente, ici, donc vas-y. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais moi, j'ai quand même Visual Studio. J'ai Visual Studio, j'ai la même fenêtre évidemment, et si je vais dans mon travail, alors moi j'ai pas de tâche à signer parce que c'est Florent qui l'a fait, je me retrouve ici avec ma demande de relecture de code. Donc je vais double-cliquer dessus, ok. Alors qu'est-ce que c'est? Je vois le détail, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je vais accepter de faire cette relecture-là. Si je veux, je peux voir avec qui je suis dans la relecture, quels sont les work items qui étaient en relation. Donc comme ça, je sais quel était le contexte de travail. Il n'a pas besoin de tout me dire. Ça n'évite pas de communiquer comme oralement, mais il n'a pas besoin de tout me dire. Et alors ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur ce fichier-là. Il n'a pas mis dans le contrôleur de code source, il n'a pas partagé avec tout le monde, c'est aller sur étagère, pour ceux qui connaissent, c'est aller dans un shelf, et je le récupère sans avoir besoin de faire une opération compliquée, d'aller ouvrir un workspace, etc. Je le récupère tout seul dans un répertoire temporaire sur ma machine. Et là, je le vois, alors vous voyez là, le nouveau comparateur de fichiers dans Visual Studio, avec plusieurs vues. Alors il y a cette vue qui est là, qui me permet de voir l'un au-dessous de l'autre. Donc ça, c'est assez pratique, ça n'existait pas avant, en tout cas pas en standard dans Visual Studio. On a cette vue, on en a une autre qui permet d'avoir une vue côte à côte, donc c'est celle qu'on avait jusqu'à présent. Puis on en a une qui permet de voir l'origine et puis la version qu'on compare. Donc si je me mets dans cette version-là, alors déjà franchement, l'erreur, c'est pas moi qui l'avais faite et je comprends vraiment pas comment c'est possible. Je peux aller, comme dans Word, commenter juste une ligne et dire, alors cette ligne-là, et je rajoute mon commentaire en bas à droite là, cette ligne-là, c'était ça l'erreur. L'erreur, avec des fautes, c'est pas grave, sérieux. Voilà. Et je fais OK. Donc là, si jamais on était dans un mode de discussion, c'est-à-dire que je valide pas encore, mais il y a la possibilité de voir les commentaires et on peut discuter comme ça, un petit peu comme un chat, mais sur les différents morceaux du code. Bon, on va dire que c'est bon quand même, donc je vais l'arrêter et puis je dis que ça m'a l'air plutôt pas mal, donc ça repart chez toi. Donc je fais un rafraîchissement et je vois ici que voilà, j'ai une revue qui a été acceptée, donc je pourrais effectivement aller voir ce qui s'est passé. C'était ça l'erreur sérieux, bah oui, banane. Voilà, ça s'est fait aussi. Ok, donc on communique et puis a priori il a dit que c'était quand même ok. Il a mis des commentaires inutiles, mais il a mis que c'était ok. Donc je pourrais rajouter d'autres reviewers si j'ai vraiment pas confiance en Étienne. Donc, pour cette fois, ça va être ok. Et donc là, moi, je vais dire, c'est bon, ma review elle est terminée. Donc pour moi, elle est ok, elle est complete. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans ma partie work item, mon travail actuel. Donc je vais récupérer le travail qu'on avait mis de côté. J'aurais pu partir travailler sur autre chose entre temps, il n'y aurait pas eu de souci. Et je vais faire un archivage. Et dans mon archivage, ce coup-ci, je vais avoir les modifications de code, la correction de bug, puisqu'on a corrigé un bug, et également la fiche de review. Donc on sait, en plus, on a tracé le fait qu'on a eu une revue de code sur tout ça. Donc je vais faire un check-in. Ok, j'ai oublié de mettre un commentaire. Et puis, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Alors pour terminer cette partie-là, parce qu'au final, le testeur il a remonté un problème, il est content. Le développeur il l'a corrigé, enfin en tout cas il pense l'avoir corrigé, l'équipe de développement. Maintenant il faudrait quand même que le testeur puisse vérifier que ça a bien été corrigé. Donc là, imaginons, on va éviter pour gagner du temps, mais imaginons qu'il m'ait relivré une version avec le système de build, la même chose. Si je viens ici dans l'onglet de test, j'ai à côté de Exploratory Testing quelque chose qui s'appelle vérifier les bugs. Je clique là-dessus, je peux voir tous les bugs qui ont été créés par moi, je vois dans quel état ils sont, alors là tu m'as pas changé l'état, mais il aurait pu le mettre dans l'état résolu, et je peux simplement, en cliquant sur vérifier, même si je me rappelle pas comment j'avais fait pour tester, je clique sur vérifier, il va m'ouvrir le cas-test que j'avais créé tout à l'heure, c'était quand même pas anodin, et du coup je me retrouve avec, alors je vais pas tout faire, mais avec la liste des étapes exactes que j'avais fait pour trouver le bug. J'ai plus qu'à la rejouer. Alors là, elle n'est pas en automatisé, mais on pourrait l'avoir en automatisé. Je la rejoue manuellement, et une fois que c'est fini, bon là je vais dire que c'est bon, tout s'est bien passé ou tout s'est pas bien passé, je l'indique, et une fois que j'ai terminé, je fais Save and Close pour indiquer que j'ai fini de valider, de vérifier que ce bug a bien été corrigé.
Comme je suis dans un flux de travail un petit peu différent, il me propose de choisir l'état dans lequel je vais mettre. Ok, bah, le bug est bon, je l'approuve, je peux mettre un commentaire qui va aller dans la fiche derrière et je sauvegarde les modifications. Du coup, ça part dans le serveur TFS et maintenant, ça y est, c'est marqué comme bon. Si jamais c'est pas bon, je le remets en actif, ça revient à Florent et il doit continuer de corriger. On fait un récapitulatif. Donc, on est parti d'une build, puisqu'on avait livré quelque chose. On avait du code qui fonctionnait, enfin, qui fonctionnait pas complètement, puisqu'Étienne a fait un test d'exploration. Il a mis en évidence un bug, donc il a créé une fiche de bug. Il en a profité pour créer un cas de test, donc sans le préparer, à partir de son test d'exploration. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait du code, sauf qu'au lieu de l'archiver, je l'ai mis de côté. Donc, j'ai fait un shelve. Et j'ai fait une demande de review. Donc, Étienne a récupéré ma review, il me l'a accepté. Et j'ai transformé tout ça dans un chain set, comme tout à l'heure. Et à partir de ça, j'ai fait un check-in. Et là, on aurait pu imaginer que je déclenche une nouvelle build pour qu'Étienne valide. Donc, je ne l'ai pas fait à ce niveau-là. Et puis, l'idée derrière tout ça, ce que montrait Étienne en dernier, c'est que il va retester par-dessus la nouvelle build pour être sûr que le bug n'est plus là. Alors, donc là, c'était du test pour des utilisateurs qui sont proches de l'équipe. En général, c'est une équipe de test qui est bien dédiée, testeur fonctionnel, qui est là pour ça, ou dans d'autres cas, plutôt quelqu'un qui est peut-être un développeur. L'idée, c'est que le feedback, on n'en a pas besoin que des testeurs en interne, puisque l'application, on la développe pas pour les testeurs, on la développe pour des utilisateurs. Et ces utilisateurs-là, on a envie d'avoir les informations qui nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de cette application-là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que j'attendais? Est-ce que c'est joli ou pas? Enfin, tous les feedbacks possibles. Mais ces utilisateurs-là, donc eux, c'est pas forcément des personnes qui ont une bonne connaissance technique et des outils à installer, etc., à configurer. Et ils n'ont pas envie de passer du temps à ça. Donc ils veulent dans une configuration où tout est déjà bien prévu. Donc c'est une nouveauté. Donc il y a un outil qui s'appelle le Feedback Manager. Donc Florent va via le site web. C'est moi qui vais faire une demande de feedback. Voilà. Donc je retourne à ma maison. Donc tu deviens un petit peu le product owner. Enfin. Tu es content? Donc, je vais retourner dans mon équipe, je vais aller voir, aller voir le backlog, je vais me remettre dans le sprint actuel. Donc on voit ici que ça s'est mis à jour, que j'ai mon graphe qui commence à apparaître. Je vais prendre le premier là, donc ce sur quoi on travaillait, et puis je vais dire ça m'a l'air bon, on est ok au niveau du dev, donc je vais demander un feedback. Donc ici j'ai une nouvelle fiche qui arrive. Donc là, je vais dire à qui je l'affiche, je l'affecte. Donc Étienne, donc c'est encore un type de fiche. Qu'en penses-tu? C'est méga top. Ok. Et puis c'est parti, je lui envoie. Donc on va me demander de spécifier son email. C'était quoi? C'était moi@moi.com ton email? Oui, c'est important. Donc je te l'envoie. Très bien. Et bon, j'aurais pu un peu mettre un petit peu plus de forme dans le corps de mail, mais montre-moi ce que tu as reçu. Ah, moi je reçois un mail parce que je suis pas un utilisateur technique, j'ai pas envie d'aller dans un outil. Je reçois le mail. Alors qu'est-ce que j'ai? Je peux cliquer sur la fiche parce que je la connais pas forcément, j'ai pas forcément tout en tête. Ça me l'ouvre dans le site web et ça me la montre comme ça. Pour l'instant, j'ai toujours pas d'outil d'installer. Si jamais, alors par contre, à un moment donné, il faut quand même un outil qui va me guider peut-être un petit peu dans l'exécution. Si je l'ai pas, j'ai première étape, installer l'outil et ça m'envoie directement sur MSDN, je le télécharge, je le récupère et je l'installe. Et si je l'ai déjà, je clique simplement sur démarrer la session de feedback. Je fais yes ici. Voilà. Alors là, vous allez voir, ça ressemble exactement à ce que vous venez de voir. C'est comme le test manager, sauf que c'est une notion de feedback qu'on demande à ce niveau-là. T'as des rendez-vous. Voilà. Voilà. Et du coup, je démarre ma session de feedback. Pendant que je fais ça, vous voyez en bas, en fait, il y a du son. C'est-à-dire que c'est un feedback pas seulement vidéo comme tout à l'heure, c'est un feedback aussi où on peut avoir du son. On le voit en bas là, ça monte un petit peu, Florent vous montrera tout à l'heure. Donc l'idée, je lance pas le site web, mais l'idée c'est que je peux faire encore des captures d'écran, mettre du texte, donner des informations au fur et à mesure. C'est exactement la même chose, je vous épargne le détail. Une fois que j'ai terminé, je clique sur fournir mon feedback. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai pas une interface avec un work item, je sais pas ce que c'est. Simplement, je vais noter la fonctionnalité. Je trouve ça vraiment nickel. Nickel. Voilà. Et je soumets ça, et puis quand j'ai terminé, j'arrête simplement de faire mon feedback. Donc j'ai rien de technique, rien de compliqué, tout est configuré pour moi, je fais juste donner l'information. Et cette information, tu la récupères. Sous la forme d'un work item, donc toujours une fiche. Donc si j'ai dans la liste des work items du projet, je vois bien que Étienne a envoyé un feedback ici, donc je vois tout ce qu'il a fait, et effectivement, donc j'aurais pu voir ses commentaires, si je clique ici, je vais pouvoir lire son feedback, et puis lancer et écouter sa vidéo. Normalement. Ma session de feedback. Pendant que je fais ça, vous voyez en bas, en fait. Donc voilà, donc nous, on en rajoute le son. Et puis là, je pourrais le fermer et dire, oui, ok, à partir de maintenant, c'est bon, cette fonctionnalité, on a eu suffisamment de feedback positif utilisateur pour avancer et pour la livrer définitivement. Yep. Donc on récapitule, encore plus simple, je suis parti d'un product backlog item. En fait, à chaque fois, c'est ça, je pars toujours d'une fonctionnalité, d'une user story.
j'ai fait une demande de feedback, une seule, et puis je pourrais avoir plusieurs réponses en fonction du nombre de personnes à qui j'ai affecté, et à partir de ça, je vais livrer ou pas ma user story et continuer à développer dessus ou pas. Voilà. Alors, pour terminer sur une note sympathique, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait un petit moment déjà que Microsoft parle de ça. Microsoft va fournir un service d'hébergement, il est actuellement en preview, dans Azure de TFS. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une version basique, pour ceux qui connaissent, plus on a mis, parce qu'il y a des choses un petit peu en plus, mais c'est une version basique de TFS, donc sans SharePoint et sans Reporting Services, mais qui contient déjà toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour gérer la majorité des projets, avec des fonctionnalités comme j'ai pas besoin d'avoir un Active Directory, je peux m'authentifier avec un Live ID si j'ai envie. J'ai de l'intégration continue quand même, par contre le serveur d'intégration est chez moi, même si c'est dans Azure qu'on a le code source et compagnie. Et l'avantage c'est que en fait on fait du dev, on fait pas de l'infra. Donc on n'a pas envie de s'occuper d'un serveur TFS. Et là, c'est Microsoft qui s'en occupe pour nous. C'est-à-dire qu'il y a les mises à jour automatiques, les sauvegardes automatiques. Si jamais mon équipe elle grossit d'un coup, j'ai la prise en compte de ça, parce que je suis dans Azure. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et vu qu'on est fiers d'être développeurs, voilà. Eric, ça tombe bien. Donc voilà, donc ça arrive. Donc tout ce qu'on vous a montré là, on aurait pu le faire avec une version preview plutôt que de se connecter sur le serveur d'Étienne, donc avec une version en Azure. Donc toutes les fonctionnalités que vous avez vues là, elles y seront. C'est juste que là, on a joué la sécurité, on a rajouté un câble réseau entre nous. Il est là. Ok, vas-y, Étienne. Déjà, merci pour votre écoute. Donc, il y a quelques ressources ici. Il y a nos blogs, un Twitter. Alors, on a 2 livres qui existent sur la version 2010, mais il y a quand même des informations intéressantes dedans, même pour la 11. Il y a un livre blanc, alors je ne sais pas s'il en reste encore, il faudra demander à Benoît, qui existe sur la version 11 de TFS et l'agilité, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour ça. Vous pouvez venir nous voir sur le stand 32, juste après, on y est avec Florent, ou sur le stand Visual Studio, parce qu'on va y être également. Et la grosse annonce dans le slide suivant. Et une grosse annonce dans le slide suivant, exactement. Benoît s'est caché, je pense. Donc il y aura un méga camp qui va être organisé, ça a été annoncé en plénière, donc il va être dédié au développement Windows 8 et il y aura de l'ALM et du Dev 11. Donc si vous voulez avoir des informations, vous avez un tag ici, donc vous pouvez commencer à suivre tout ça et à vous y préparer. Et l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir pratiquer aussi un petit peu d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que là, on dirait, on spoil pas. Là, vous avez vu des choses. Si vous avez envie de voir comment ça fonctionne et de le faire vous-même, vous aurez quelqu'un qui va vous montrer, vous aider à le faire, etc. Voilà, c'est fini.